13 Prod présente, avec le soutien de la région Sud, un entretien avec Katia Guiragossian. Bonjour Katia Guiragossian. Bonjour. Vous avez réalisé Missak et Mélinée Manouchian, un film documentaire également disponible en série podcast, sur le remarquable parcours de votre grand-oncle et de votre grand-tante, tous deux héros de la Seconde Guerre mondiale et récemment entrés au Panthéon. Vous êtes la petite nièce de Missak et Mélinée Manouchian. Vous n'avez évidemment pas connu votre grand-oncle, Missak, exécuté en 1944. En revanche, vous avez bien connu votre grand-tante, Mélinée. Quelle grand-tante était-elle ? Elle était très charismatique, Mélinée, très charismatique. Et quand j'étais petite, un jour, elle m'a dit « je vais te raconter un secret. Mais attention, c'est très grave, un secret. Il faut jamais le révéler, il faut jamais trahir la parole donnée. » Et elle m'en imposait beaucoup, ce qui fait que je pense que j'étais très impressionnée. Et au moment où où elle m'a soufflé le secret, où je me suis relevée pour regagner ma chaise, j'ai oublié dans le même temps ce qu'elle venait de me dire. Et je pense que c'est comme ça que l'enfant que j'étais a été garante du secret. C'est la parade que l'enfant a trouvée pour ne pas avoir à le trahir. C'est cet oubli, et je pense que c'est le moment clé finalement qui a été le vrai passage de relais de la mémoire. Mais auparavant, vous étiez déjà bercé dans le récit familial par votre grand-mère. Tout à fait, ouais. Il était une fois Missak, il était une fois Mélinée, ouais. Quelle était sa proximité, votre grand-mère, justement, avec leur parcours à eux ? Mémé, en fait, elle habitait rue Homer et beaucoup de réunions de résistants étaient organisées chez elle. Donc elle recevait un peu la visite de tous ces hommes. Du reste, sa concierge se demandait ce qui se passait, ce qui pouvait bien se passer là-haut. Donc elle était très proche et elle adorait Manouche. Vraiment, elle adorait Manouche. Et elle avait une âme de conteuse, donc c'était vraiment audible et simple pour une enfant. Et à la fois, elle racontait des anecdotes, ce qui fait que tout de suite, j'avais devant mes yeux les images finalement. Et à quel moment vous avez décidé, ou on vous a demandé, je ne sais pas dans quel sens ça s'est produit, de prendre en charge la transmission de cette mémoire familiale ? Ça s'est fait tout naturellement, d'abord par le secret, comme je vous l'ai expliqué, qui a vraiment été une empreinte sur moi. Voilà, il y a eu une vraie impression au sens fort du terme. Et puis ma grand-mère continuellement me montrait des photos, des images, les archives qu'elle m'a confiées. Donc c'était pas forcément explicite, mais c'était tacite et clair. Voilà. Vous êtes aujourd'hui dépositaire de ce fonds. Oui, tout à fait. Alors pourquoi, en dehors de votre lien familial avec l'histoire du couple Manouchian, il vous a semblé important de la transmettre, cette histoire ? Qu'est-ce qu'il s'agit de transmettre en fait à travers eux ? Déjà, on a rarement, et malheureusement c'est des aujourd'hui qui perdurent, mais on a rarement aujourd'hui des figures emblématiques, fortes, puissantes, avec des valeurs aussi belles, universalistes, avec un message d'union, de fraternité. Et je trouve qu'ils incarnent parfaitement cette dimension-là, qui nous manque cruellement. Ils se sont battus non pas parce qu'ils étaient impactés eux-mêmes, mais parce que la société dans laquelle ils évoluaient, humainement, prenait une dérive inadmissible. Et très tôt, ils ont senti que la société était malade, ils ont pris le pouls de cette société et ils ne sont pas posés de questions, ils sont tout de suite engagés très tôt. Et je trouve que c'est important, voilà. L'humanité, chaque être humain est à minima frère de douleur. Voilà, chacun a des obstacles, a une vie à mener, et c'est important de savoir que on a tous peu ou prou une histoire commune. Mélinée disait que pour Missak, se battre pour sa propre dignité, c'est se battre pour la dignité de tous les hommes. Quel était ce contexte géopolitique de l'époque dans lequel ils se sont dit « Ah non, ça c'est hors de question, le laisse pas s'installer en France ». Déjà, eux, ils sont enfants du génocide. Donc, tous les deux, ils ont connu ce que c'était que, du jour au lendemain, l'extermination systématique. Voilà. Ils ont connu ça dans leur chair. Et ils ont rêvé de la France, toujours. Voilà, ils ont rêvé de cette terre, de la Révolution française, du siècle des Lumières, de liberté, égalité, fraternité. Pour eux, cette devise, c'était pas juste des mots.
Et quand ils arrivent et que déjà, dès le début des années 30, 34 notamment, ils voient la montée des fascismes, évidemment, pour eux, c'est inacceptable. Voilà, inacceptable. Donc, très vite, ils rentrent en résistance parce qu'on dit oui, la résistance, 43, les actions, mais la résistance, elle arrive bien plus en amont. Déjà, dans le fait de se regrouper, de discuter, d'échanger, de faire des tracts, de militer, de créer une certaine forme de littérature et de la partager. C'est déjà un engagement, c'est déjà de la résistance. Preuve en est, nombre de groupes étaient très rapidement interdits. Voilà. Donc, bien sûr, ils se sont très vite engagés et pour eux, c'était impossible que les fascismes et puis plus tard les nazismes prennent le pas sur cette société. Donc vous avez hérité, entre guillemets, d'un fonds familial, de documents familiaux, mais vous avez aussi, vous êtes mise en quête d'informations, de témoignages, de documents. Où avez-vous trouvé tout ça et qu'avez-vous trouvé qui vous semble particulièrement remarquable ou qui vous a surprise ? Je suis en quête depuis longtemps parce que notamment j'ai une licorne, c'est-à-dire que le procès aurait été filmé par Pathé. Donc cette pellicule, si elle existe, pourrait tout à fait être quelque part en France, mais aussi pourquoi pas à Berlin, à Moscou, on ne sait pas. Et puis j'ai toujours cherché, en Arménie notamment, puisque Méliné y a vécu 18 ans. Donc, à un moment donné, je suis allée aux archives cinématographiques d'Arménie. J'ai trouvé un film vidéo. Ensuite, je suis allée aux archives nationales. L'Arménie était frileuse, donc les portes parfois s'ouvraient. En fonction des directions, j'avais accès à certains documents. Parfois oui, parfois non. Jusqu'à mai dernier, où je suis au musée d'art et de littérature et je découvre les carnets de Missak. Et là, oui, là, j'ai conscience que c'est un trésor que j'ai entre mes mains, c'est-à-dire que les mains de Missak ont effleuré ces pages. Elles évoquent ces sujets de prédilection, ses doutes, ses pensées, ses poèmes. Et là, c'est très, très fort, oui, très fort. Et dans le film documentaire, vous les mettez un peu en regard avec des petits bouts de papier que vous avez retrouvés aussi de Méliné ? J'ai gardé précieusement ces petits mots parce que c'était très révélateur de ses pensées, des moments qu'elle traversait. Et je trouve que c'était important aussi dans le documentaire de faire une sorte d'équilibre entre les carnets et les petits mots. Avec une dimension peut-être un peu plus sensible et poétique du côté de Missak et plus philosophique ou morale du côté de Méliné ? Disons que Méliné n'était pas une artiste comme Missak l'était, c'est-à-dire que c'était pas une poète, etc. En revanche, c'est vrai que avec les années qu'elle a passées en Arménie soviétique, je pense que oui, elle avait un côté plus philosophique, en tout cas. Disons que sa pensée avait largement évolué, elle avait été aussi confrontée à son idéal, en tout cas à l'application qu'on en avait faite. Et c'était très difficile pour elle. En Arménie, donc. En Arménie, ce que je dis dans le film, c'est-à-dire que elle a dû faire, après l'exécution de Missak et de ses camarades, à la fois le deuil de son amour perdu et le deuil de son idéal, ou en tout cas de l'application qui avait été faite de cet idéal en Arménie soviétique, ouais. Vous écoutez un entretien avec Katia Guiragossian, réalisatrice du film documentaire Missak et Méliné Manouchian, produit par 13 Prod. Dans ce rôle de gardienne du temple familial, est-ce que vous vous attendiez à ce que l'État français tienne à voir entrer Méliné et Missak au Panthéon ? Je ne m'y attendais pas, je l'espérais évidemment de tout mon cœur. En 2014 notamment, quand il y a eu l'entrée des 4 résistants, on était tous très heureux de cette entrée au Panthéon, mais c'est vrai que l'annonce avait été faite au Mont-Valérien lors de la 70e commémoration de leur exécution, et on attendait tous un 5e portrait, celui de Missak. Donc ça avait été un peu difficile à ce moment-là. Et petit à petit, on a mené les choses, on a présenté les choses
à l'Élysée. On a eu un premier rendez-vous, puis un second rendez-vous. Et on sentait qu'on parlait à des oreilles très attentives. C'était le moment, voilà. L'histoire, c'est aussi ça. Et comme dans les histoires d'amour, et comme dans toutes les histoires, avant, c'est pas l'heure. Et puis, il y a un moment où, finalement, c'était le bon timing, entre guillemets. Et ça s'est fait, et ça a été merveilleux, ouais. Ça a été très, très fort, d'autant plus que Missak, au Panthéon, il retrouve pour moi toute une partie de ses pairs et des gens qu'il admirait le plus. Et il adorait le quartier latin. Donc le fait qu'il soit maintenant définitivement au Panthéon, dans son quartier, avec à ses côtés Méliné, pour moi c'est merveilleux, ouais. C'est important qu'il y ait Méliné également? C'est essentiel pour moi, c'est primordial. C'est vrai que les premières tentatives, en tout cas pour mener Missak au Panthéon, on n'entendait pas vraiment parler de Méliné. Et pour moi, c'était difficile parce que, d'une part, on sépare pas un couple de légendes. Méliné, elle s'est battue toute sa vie pour la mémoire de Missak et pour la mémoire des camarades. Et elle était elle-même résistante. Et elle incarne cette fameuse lettre, la dernière lettre de Missak à Méliné, qui a fait aussi beaucoup pour la légende, entre guillemets, avec le merveilleux texte de Louis Aragon, Strophe pour se souvenir. Il était évident que Méliné devait accompagner Missak, pour le moins, au Panthéon. Quand on regarde votre film, on se dit même que c'est ce qu'aurait voulu Missak. Tout à fait, ouais, bien sûr. Alors, elle a été médiatisée, cette panthéonisation, elle a été retransmise, mais racontez-nous votre panthéonisation. Comment vous l'avez vécue vous-même, en tant que petite nièce de ce couple? Ouais, c'était une émotion permanente, donc c'était très très beau et à la fois c'était très exigeant. Mais ce qui était formidable notamment, c'était la veillée, le 20 février, au Mont-Valérien, parce que le cercueil de Missak est revenu sur le lieu même, dans la clairière, là où il est tombé. Et il a été porté, ce cercueil, par les soldats français. Et pour moi, Missak est revenu victorieux, là même où il est tombé. Donc symboliquement, c'était très très fort. Ensuite, le lendemain, il y a eu évidemment la cérémonie du Panthéon, qui était à la fois merveilleuse de sobriété et à la fois grandiose, comme eux, voilà. Puis on sentait une ferveur, la ferveur des gens qui étaient là sous la pluie, sous une pluie fine, qui étaient venus pour assister à cet événement, avec les portraits de Missak et de Méliné projetés sur le Panthéon. C'était d'une force et d'une puissance incroyable. Vous aviez le sentiment d'en avoir un sur chaque épaule qui vérifiait que ça se passait comme ils auraient aimé? J'en avais pas un sur chaque épaule, mais je crois que j'avais toute la famille qui était là. Et moi, j'ai perdu ma maman en 2022. Et pour moi, c'était terrible. J'ai entendu les mots je meurs à deux toits de la victoire et du but de Missak. Et je me suis dit, quel dommage, ma mère n'assistera pas à ce moment-là. Mais finalement, je les ai sentis avec moi, que ce soit ma mère, mon père, ma grand-mère, Méliné, Missak. Et je me suis dit, non, ils sont là. Et ça leur convient. Et ça leur convient, oui. Alors, vous saviez qu'aurait lieu cette panthéonisation, et pourtant, vous avez souhaité faire un film documentaire, votre première réalisation documentaire. Ça apporte quoi? Quel est l'intérêt de ce format, d'après vous, dans le cadre d'une transmission, encore une fois? En réalité, c'était mon arlésienne. C'est-à-dire que récemment, j'ai fêté un gros anniversaire et j'ai revu des amis du lycée qui m'ont dit « Ah, quand même !» Finalement, tu l'as fait, bravo, tu es allé au bout, parce que déjà, tu nous saoulais quand on était au lycée, etc. Et c'est vrai que même moi, à un moment donné, je me disais, mais est-ce que tu vas le faire? Et quand j'ai su, même avant que j'ai la certitude pour le Panthéon, mais je me suis dit, voilà, Katia, il y a un rendez-vous. Et celui-là, tu peux pas le manquer. Voilà. Donc, soit tu réalises ton documentaire, soit tu n'en parles plus jamais.
Et j'ai pris une année pour réaliser ce documentaire. Et pour moi, c'était important parce que il fallait aussi mettre à jour l'histoire de Missak et de Mélinée, de ces deux orphelins, et par le prisme de l'histoire intime, aborder la grande histoire. Je savais évidemment qu'il y aurait d'autres documentaires qui ne démériteraient pas et qui aborderaient l'histoire de Missak et de tous les combattants. Mais de mon côté, je voulais vraiment apporter ma petite pierre à l'édifice avec cette histoire intime et incarnée par les miens. Avant ce documentaire et avant la panthéonisation, vous aviez le sentiment que la France ne rendait pas hommage ou ne glorifiait pas ou simplement ne transmettait pas l'histoire de Missak et Mélinée Manouchian. Disons que je trouvais qu'il y avait une faille au niveau de la transmission. Mais c'est vrai que l'histoire, c'est des vagues. Il y a des moments où on a davantage abordé la résistance et la résistance immigrée, et puis à d'autres moments, pas du tout. Grâce à Franck Cassanti, dans les années 70, avec son film L'Affiche rouge, il y a eu à un moment donné un éclairage nouveau de cette histoire. Et je trouvais que cette histoire était tellement belle et tellement incarnée que c'était dommage de pas transmettre cette histoire parce qu'elle incarnait des valeurs tellement belles et tellement universelles que de s'en priver, oui, c'était dommage, voilà. Vous écoutez un entretien avec Katia Guiragossian, réalisatrice du film documentaire Missak et Mélinée Manouchian, produit par 13 Prod. Et du côté de l'Arménie, quelle place occupe ce couple dans la mémoire arménienne ? Je pense qu'ils découvrent petit à petit Missak et Mélinée. Voilà, parce que d'abord, c'est pas des héros arméniens, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine arménienne, évidemment, mais c'est des héros français. Maintenant, c'est des héros universels, bien sûr, mais c'est des héros français, donc c'est pas leur histoire, entre guillemets. Donc c'est aujourd'hui, avec la retransmission de la panthéonisation à la télévision arménienne, qu'ils découvrent finalement Missak et Mélinée. Donc ça, je suis heureuse parce que Mélinée, elle a donné sa vie aussi pour l'Arménie beaucoup. Et quand finalement elle a vécu là-bas, c'était très difficile parce que c'était à l'époque de Staline. Ses amis partaient en prison, ses amis artistes, écrivains, scientifiques, et donc elle prenait, comme d'habitude, fait et cause pour eux, et elle prenait des risques. Et quand finalement elle a décidé de revenir en France, de toute façon elle voulait revenir en France, mais c'était impossible avant. En 62, ça a été finalement possible. Toute une partie de la population arménienne a dit presque c'est une traître à la patrie. Sans connaître son histoire. La diaspora arménienne peut-être se reconnaît encore davantage dans leur couple. Complètement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens de la diaspora, en tout cas en France, qui me remercient d'avoir mis à jour cette histoire. Alors Marseille a été leur porte d'entrée en France, à tous les deux. Vous-même, vous vivez à Marseille. Quelle place occupe cette ville dans leur parcours et quelle place occupent les Manouchians dans cette ville ? Alors, déjà, c'est comme vous l'avez dit, c'est-à-dire la première fois que Missak et Mélinée foulent le sol français, c'est à Marseille. Et on connaît l'histoire de Marseille. C'est une porte d'entrée, comme vous le dites, comme vous le soulignez. Et c'est une très belle porte d'entrée. Moi, j'ai toujours aimé Marseille. Petite, je venais régulièrement à Marseille avec ma grand-mère armène. Et à chaque fois qu'on remontait à Paris après les vacances, je me disais, mais on est bête, pourquoi on remonte ? On est tellement bien à Marseille, j'avais pas compris le travail, l'argent, tout ça, c'était un peu des notions qui étaient très éloignées de mes préoccupations d'enfant. Et je m'étais toujours promis que quand je serais grande, j'habiterais Marseille. Et puis il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit, bon là je crois que t'es vraiment grande, plus que grande. Et c'est ce qui s'est passé. Et finalement, ils occupent quelle place dans la ville ? Monuments, transmission, conférences ? Il y a le buste de Missak, qui est pas loin, là, qui donne sur la mer. Et puis, il y a beaucoup de communes alentours qui aujourd'hui font des rues, des places, des gymnases, des collèges, etc.
au nom de Missak, de Méliné ou des deux. Je pense qu'ils ont une place dans le cœur des Marseillais. Et puis c'est un peu la partie pour le tout. Voilà, c'est tous ces étrangers apatrides qui ont œuvré pour le bien de la France et de l'humanité plus largement. Est-ce que vous avez d'autres projets de transmission ? Oh, il y a beaucoup de choses à faire, hein, vraiment. Dans un premier temps, j'aimerais mettre sur un site internet tous les bonus, toutes les interviews que j'ai pas pu mettre dans le film parce que, évidemment, choisir c'est renoncer. Et renoncer, c'est très difficile. J'aimerais également faire une Yerazadoun, c'est-à-dire une maison des rêves, la maison de leurs rêves, avec la bibliothèque de leurs rêves. Et puis pourquoi pas faire des résidences d'artistes, de musiciens, de poètes, d'écrivains, sur des grandes thématiques comme l'amour, l'engagement, la foi, la résistance. Organiser ensuite des échanges donc d'artistes français, arméniens. Tout ça, c'est beaucoup de travail, évidemment. Donc on va faire les choses pas à pas. Mais oui, bien sûr. Et en attendant cette plateforme, ce site internet, comment on peut consulter les documents que vous avez trouvés, dont vous êtes dépositaire, ou ceux qui sont dans des bibliothèques ou des archives ? Est-ce que le public peut les consulter ? Alors en ce moment, il y a une exposition au Panthéon qui va se tenir jusqu'en septembre, où vous pouvez consulter 3 des carnets de Missak, enfin les consulter. Ils sont évidemment sous vitrine, hein, mais voilà, vous pouvez voir en tout cas 3 de ces merveilleux carnets. Il y a également, j'ai prêté la lettre originale de Missak adressée à Méliné. Et puis il y a beaucoup évidemment d'autres archives disponibles dans cette belle exposition. Les carnets, sinon, ensuite, seront peut-être à Marseille, à un moment donné, et puis ensuite retourneront au musée d'art et de littérature de Yerevan. J'ai rencontré maintes fois la direction de ce musée, et je leur ai dit que ce serait intéressant aussi de mettre certains de ces documents en ligne sur leur propre site. Et alors plus personnellement, donc en tant que petite nièce de Missak et Méliné Manouchian, qu'est-ce que ces 2 personnalités, mais aussi ces 2 proches, ont laissé comme trace dans votre caractère, dans vos valeurs, vos idées, votre façon d'appréhender la vie ? Ça a toujours été des modèles, en fait. C'est-à-dire que dans certaines situations difficiles, j'ai toujours refusé de céder à la facilité. Voilà. Et j'ai un amour pour l'humanité, pour les gens, et j'ai une exigence très importante. Et vous invitez à l'engagement également, à l'action ? Surtout, j'invite chacun à être en harmonie avec sa conscience. Parce que le plus on est en harmonie avec ses valeurs et ses convictions, et le mieux on se porte dans la vie, et le mieux on avance. Vous voyez que vous en avez un assis sur chaque épaule. Merci Katia Guiragossian. Merci. C'était un entretien avec Katia Guiragossian, qui a réalisé le film documentaire Missak et Méliné Manouchian, produit par 13 Prod. Un entretien conduit par Karine Bonjour et mixé par Victor Audouze. Une production 13 Prod avec le soutien de la région Sud.